Très bien, merci beaucoup. Alors bonsoir, merci d'être là. Je me présente, donc je m'appelle Victor Brendley, je suis éducateur spécialisé et ce soir je vais vous parler du jeu de rôle, de sa place dans le milieu scolaire et plus précisément spécialisé à Genève. Voilà, un petit peu de contexte avant de commencer. Donc, comme je l'ai dit avant, je suis éducateur spécialisé depuis maintenant 5 ans dans une école spécialisée à Genève. Et auparavant, j'ai été enseignant primaire, plus particulièrement avec les petits en élémentaire pendant quelques années. Et voilà, donc une expérience assez belle dans le milieu scolaire. Et l'année dernière, j'ai eu la chance, grâce à mon responsable thérapeutique et Claudio Maggiorotto et Corentin, que je remercie, d'avoir fait cette expérience scolaire du jeu de rôle. Très rapidement, mon rapport au jeu de rôle est assez ancien. Il a commencé quand je devais avoir une dizaine d'années, une douzaine d'années, principalement sur les jeux de PC du style Baldur's Gate, Diablo, Valheim ou encore Skyrim. Donc des jeux qui sont très axés, je dirais, médiéval fantastique, un univers qui me plaît tout particulièrement. Et ces dernières années, j'ai eu quelques expériences papier avec des amis où j'ai été cobaye de plusieurs amis qui ont voulu tester leur scénario dans différents univers. Voilà. Euh, Toujours dans le contexte, je parle donc de l'école de pédagogie spécialisée qu'on nomme ECPS et j'en parle parce que c'est une particularité Genève. Voilà, ce sont des écoles, des sites propres à eux qui accueillent des jeunes du canton de Genève qui sont âgés entre 7 et 13 ans, qui peuvent présenter des troubles de l'apprentissage, savoir des troubles d'hyperactivité avec ou sans déficit d'attention, des difficultés pulsionnelles, d'émotion. Également aussi des élèves, mais dans une moindre mesure, qui peuvent être sur le trouble du spectre autistique ou avoir de la déficience intellectuelle. Voilà, donc c'est un milieu qui est assez hétérogène, où on trouve plusieurs élèves qui finalement sont assez différents. Quant à l'équipe professionnelle, elle est pluridisciplinaire, hein, à savoir qu'elle comporte des enseignants, des enseignantes, des éducateurs et éducatrices, mais également une psychométricienne, une logopédiste, je crois qu'en France ça s'appelle une orthophoniste, et plein d'autres personnes qui interviennent. La particularité en fait de ces écoles, c'est qu'elles s'adaptent vraiment aux jeunes, puisque dans ces écoles-là, en général, on peut retrouver entre une quinzaine et une vingtaine de jeunes selon la taille de l'école. Et elles permettent en fait de s'adapter vraiment aux intérêts, aux objectifs du jeune, et puis d'avoir un suivi beaucoup plus individualisé. On travaille également tous les aspects sociaux, donc d'interaction, de savoir-être, de savoir vivre avec les autres, qui pour beaucoup d'enfants en fait résultent de par leurs blessures narcissiques souvent très compliquées. Voilà, maintenant que la présentation est faite, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. C'est finalement que vient faire le jeu de rôle dans une école. Euh, Généralement, quand j'en parle avec des personnes extérieures, elles ont une image souvent, je dirais, étrange du jeu de rôle. Il y a souvent cette représentation qu'on retrouvait dans les années 70-80, où le jeu de rôle se faisait dans une cave avec des geeks qui étaient perdus, qui se laissaient aller dans des aventures et qui perdaient la raison. Au final, on retrouve plus ou moins ces mêmes schémas aujourd'hui avec les jeux vidéo et on voit l'évolution progressive qu'il y a eu aujourd'hui, une reconnaissance quand même plus valide, plus solide du jeu de rôle en avançant bien sûr tous les aspects importants sous-jacents au jeu. Euh, on va parler un peu du cadre des deux aventures que nous avons menées avec Corentin l'an dernier. Donc,
une première qui s'est opérée le premier semestre, qui était axée sur du médiéval fantastique, avec une aventure où on devait aller, si je ne dis pas de bêtises, supprimer un tyran dans un château, et une deuxième aventure au deuxième semestre où on était plus proche d'un univers du manga One Piece, avec vraiment toute cette notion de piraterie et de filouterie. Au tout début, avant même que Corentin arrive dans l'école, nous avons dû, en équipe, choisir des jeunes qui étaient susceptibles d'être intéressés par cette expérience, par cet atelier. Et au final, on a choisi de prendre entre deux et trois élèves en fonction de leur affinité entre eux, parce qu'il arrive souvent que dans une école, ben voilà, des enfants ne puissent pas s'entendre correctement. Et cela, ça aurait pu péjorer totalement l'expérience, en tout cas de mon point de vue en tant qu'éducateur. Nous avons aussi cherché des enfants qui étaient quand même capables de tenir une capacité d'attention assez élevée, parce que 45 minutes d'écoute, de jeu, de partage, c'est très long pour la plupart de mes élèves. Ensuite, nous avons commencé à créer les personnages, à faire en sorte que les enfants finalement s'approprient les règles, les codes du jeu de rôle, parce que c'est souvent des enfants qui sont plutôt habitués soit à des jeux de plateau, soit à très très peu de jeux. Euh, il fallait donc proposer quelque chose d'assez ludique, assez léger, avec des règles assez simples, pour que les enfants puissent voir une progression, essayer sans trop risquer. Maintenant, j'aimerais vous parler de deux moments très marquants dans chaque aventure, des moments qui m'ont soit fait extrêmement plaisir, soit provoqué, je dirais, une forme de questionnement, d'inquiétude. Je vais commencer par celui-là. C'est lors de l'aventure dans la piraterie. Un des élèves a obtenu un pouvoir magique qui consistait à endormir les gens à travers simplement le contact. Cet enfant, fort de ce pouvoir, a surabusé, surutilisé ce pouvoir, hein, au point où tout d'un coup, pendant deux sessions, euh, bah, il endormait tout le monde et ça commençait à bien faire. Les autres élèves étaient agacés. Moi-même, qui étais joueur, hum, je commençais à en souffrir aussi, à tel point qu'on a dû créer une mutinerie, assommer le personnage de l'élève et lui faire signer un contrat comme quoi il n'utiliserait plus ce pouvoir contre nous. C'est un moment marquant parce que cet élève a énormément progressé après ça. L'aventure a pu être débloquée et au final, on s'est retrouvé dans une situation beaucoup plus pérenne, plus sereine aussi dans l'aventure. L'autre moment marquant est celui de l'histoire médiévale fantastique où nous sommes arrivés en fait en bas du château. Deux élèves ont choisi d'essayer de rentrer dans le château en se faisant enrôler comme des gardes ou des mercenaires. Et le troisième, lui, a décidé de retourner dans le village où il avait préalablement rencontré un PNJ et a décidé de fomenter une révolution paysanne. Ce qui a donné à la fin un scénario assez incroyable où tout s'est entremêlé de manière très très naturelle. Voilà, c'était quand même quelque chose de très, je dirais, ouais, grandiose, vraiment, c'est le terme que je cherche. Voilà. Je parlerai maintenant des rôles de chaque acteur qui était présent, à savoir le chercheur, donc Corentin, qui pour lui avait une double casquette, à savoir celui de chercheur qui venait faire une recherche auprès des jeunes, mais également le rôle de MJ. À travers ça, il devait donc animer, mais en même temps interpréter, capter les éléments sous-jacents qui ressortaient à chaque fois que les élèves prenaient la parole ou agissaient. Il y a bien sûr les élèves qui, pour eux, le rôle principal était de jouer, de prendre du plaisir, mais aussi de collaborer, de créer une dynamique qui permettait au jeu d'avancer.
Et au final, il y a mon rôle, qui était également double, puisque j'y ai participé en tant que personnage joueur, mais également en tant qu'éducateur de l'institution, et j'avais ce rôle de garant du cadre institutionnel de l'école, des règles qui font, qui permettent en fait de maintenir la cohésion dans le groupe et le respect, bien sûr, des personnes, du jeu et de l'intégrité de chaque élève. Donc tous ces objectifs réunis convergent vers les objectifs du jeu, qui est donc d'avancer dans l'histoire, dans la quête principale. Je parlerai maintenant des limites que j'ai pu observer, euh, que j'ai séparées, scindées en deux catégories. La première, alors toutes ces limites sont entremêlées, elles sont multifactorielles, mais la première, la principale qui m'a vraiment marqué, surtout lors du deuxième groupe, était la compréhension du français. À Genève, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allophones, qui ne parlent pas français, et la compréhension, donc l'apprentissage du français se fait d'une manière particulière, et donc la compréhension du français est un facteur limitant très très fort, puisque si l'enfant parle peu, difficilement, prononce mal ou interprète mal certains mots, voilà, ça bloque l'histoire, il faut revenir dessus. Après, heureusement, nous sommes dans une école, donc l'apprentissage du français se fait aussi, et c'est un moyen très pratique de revenir sur du vocabulaire, sur de la conjugaison ou d'autres éléments du français. J'ai aussi pu remarquer que les interactions, ce qui avait été mentionné dans le groupe précédent, les interactions hors du jeu, à savoir voilà, une éruption dans la salle, euh, voilà, un manque de matériel ou un élève qui lance une gomme, qui fait tomber un dé, qui dit quelque chose qui ne convient pas à un autre élève, va bloquer l'avancée du récit de l'histoire. Une autre limite très importante, c'est la culture générale. Donc la culture générale dans certains domaines, typiquement, je pense au Moyen Âge ou à la piraterie, il y a certains éléments qui peuvent me paraître, ou à Corentin, évidents, mais qui, pour beaucoup d'enfants, voilà, ils avaient une dizaine d'années, entre 10 et 12, n'étaient pas évidents. Donc, il fallait aussi revenir dessus, réexpliquer, revoir. Alors, on n'est pas rentré dans le système féodal approfondi, mais quand même une certaine notion de, voilà, un suzerain, un vassal, qu'est-ce que c'est, les paysans, quelles sont leurs libertés, pour pouvoir mieux appréhender l'univers. La deuxième catégorie de limites que j'ai pu observer, c'est une limitation que je dirais qui découle directement des troubles dont peuvent souffrir les élèves, c'est-à-dire un déficit d'attention assez parfois massif, ce qui fait qu'on en oublie même la raison du jeu, la quête principale, ou simplement le fait qu'on n'écoute pas les informations données par un PNJ. La capacité d'inhibition qui peut être assez faible de certains élèves, à savoir des interactions, enfin des interjections, des cris, des réactions très très fortes lorsqu'on fait un échec, lorsqu'on réussit aussi, lors d'une réussite critique, l'élève va être encensé, va tout d'un coup se lever, commencer à danser autour de la table, ce qui va ralentir considérablement l'avancée du jeu, mais qui va aussi, le petit effet qui se coule, c'est augmenter le déficit d'attention des autres élèves. Et la dernière limite qui m'a beaucoup marqué, c'est le besoin de reconnaissance qui est très, très prononcé chez certains jeunes. Ça, c'était principalement lors de la première partie, un jeune qui, dès que les caméras n'étaient plus sur lui, s'ennuyait, intervenait, dérangeait, et si on ne lui donnait pas assez rapidement d'attention, pouvait même aller jusqu'à se retirer du jeu pour aller attendre quelques minutes et puis revenir une fois que le jeu l'intéressait à nouveau ou qu'un élément du jeu pouvait susciter son intérêt. Maintenant, ce sont les éléments de progression que j'ai pu observer chez les élèves. Donc, l'une des principales progressions, c'est bien sûr la capacité d'écoute, puisque le jeu de rôle
se base principalement sur un récit, donc c'est une histoire. Et ces jeunes ont pas souvent eu l'occasion d'écouter une histoire où voilà, ils doivent vraiment prêter attention, être concentrés. L'autre évolution qui est très très marquante, c'est celle de l'empathie. Si bien sûr au début les élèves avaient une certaine forme d'empathie, le jeu de rôle a permis vraiment de mieux comprendre, être plus fin dans l'analyse des intentions et des réactions des autres personnes autour de la table, mais également des PNJ dans le jeu, où les élèves commençaient vraiment à comprendre un peu les mécaniques et puis à être plus fins, à être plus finaux dans la manière de jouer, de demander les choses. Et ce qui en a découlé, c'est que bien sûr, après, hors du jeu, les élèves avaient quand même aussi cette capacité qu'ils avaient réussi à mobiliser ailleurs. Le temps passé à jouer a rapproché les jeunes, évidemment, puisque, enfin je dis évidemment, mais à mon sens, c'est une évidence, lorsqu'on passe du temps ensemble, on crée du lien. Et les jeunes qui, si au début de l'année, n'avaient pas forcément d'interaction autre que celle d'aller jouer au foot lors de la récréation, euh, je me suis surpris à les voir discuter avant et après la partie, de ce qui allait se passer et de qu'est-ce qu'on pourra faire la semaine suivante. Voilà, des interactions extrêmement riches qui m'ont permis de voir à quel point le jeu de rôle avait eu un impact direct sur leur lien entre eux. Une autre notion très très importante, c'est celle de la gestion de la frustration et du hasard. Voilà, des enfants qui ne sont pas habitués à attendre, à qu'on leur dise non, des enfants qui, de par leurs troubles, ont beaucoup de peine à affronter le refus, tout d'un coup se découvraient des capacités à rebondir, une sorte de... alors, je ne suis pas du milieu médical, mais une forme de résilience à l'échec, où tout d'un coup, bah, après avoir essayé de négocier X fois de pouvoir relancer le dé, ils allaient essayer par un autre chemin d'obtenir ce qu'ils voulaient, donc de mobiliser d'autres ressources, plus au niveau social, pour obtenir ce qu'ils voulaient. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, j'ai continué donc les jeux de rôle à l'école. Et ce dernier semestre, je me suis énormément basé sur des jeux de rôle qui étaient quand même, je dirais, un peu plus linéaires, en tout cas plus guidés, à savoir Mice and Mystics et Mini Rogue, qui sont deux jeux de rôle, toujours un peu dans cet univers fantasy médiéval, qui ont eu assez de succès et qui a, je dirais, limité aussi quelque part un trop-plein de liberté pour certains enfants qui, qui a parfois été contre-productive, puisque là, dans ces jeux-là, ben, on a un scénario à suivre, on a un chemin à suivre, et à travers ce chemin, on a quelques possibilités, mais on ne peut pas non plus, voilà, au lieu d'aller tuer un dragon, aller cultiver des carottes. Donc il y a quand même une trame à suivre, ce qui est tout aussi intéressant, qui est vraiment une autre approche du jeu de rôle. J'ai aussi mis les loups-garous de Tierce-Lieu, parce que je me suis dit que finalement, bah, c'est aussi un jeu où on incarne un personnage avec des activités très spécifiques à chacun. Ce prochain semestre, j'essaierai Chronique oubliée, que j'ai récemment acquis, pour moi aussi également me former dans l'art du maître du jeu. Je suis très impatient de l'essayer, on verra. Et je garde aussi le petit dé à la fin, c'est pour des jeux de rôle un peu spontanés. Cette année, nous avons un élève qui souffre passablement de la présence d'autres enfants, et le jeu de rôle lui permet de s'échapper. Voilà, souvent, c'est des parties de 45 minutes, donc c'est très très court. La fiche de personnage est extrêmement réduite, les règles sont très très simples, et à travers la médiation du jeu de rôle, outre le fait de passer un bon moment, il y a énormément d'éléments parfois qui ressortent
de son vécu, de ses envies. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour moi au niveau de mon travail et puis que je partage après en équipe. Voilà, je terminerai gentiment avec une citation de Jean Piaget, un psychologue suisse, sur la construction de soi. C'est-à-dire que le jeu fait partie de l'intelligence de l'enfant car il représente l'assimilation fonctionnelle ou reproductive de la réalité selon chaque étape évolutive de l'individu. J'ai trouvé cette phrase extrêmement intéressante puisque elle est totalement en lien avec le fait d'amener des éléments de la réalité dans le jeu et de pouvoir se les approprier de cette manière-là en étant voilà, dans le cadre du jeu, dans un cadre bienveillant, sans trop de risques. Et pour terminer, donc, j'ai mis quelques petits points de conclusion. Le jeu de rôle est pour moi un outil qui est transversal, qui va toucher à beaucoup d'éléments, comme j'ai pu le dire tout à l'heure avec le français, mais on a aussi travaillé sur de la culture générale, on peut tout à fait partir sur de la géographie, sur de l'histoire, et qui permet aux jeunes donc des apprentissages également interpersonnels sécures, à savoir que dans le cadre du jeu, le maître du jeu est garant des règles et garant aussi de la sécurité psychique des enfants. Il y a également, c'est aussi un moyen d'exprimer, pardon, d'expérimenter des agissements grâce au personnage qu'on incarne. Savoir qu'on va transférer la capacité d'action au personnage qui, lui, va prendre les risques, mais au final, au niveau, cette fois-ci, de l'intégrité physique et également psychique, l'enfant ne subira que les conséquences d'un échec d'un personnage dans une histoire. Le jeu de rôle permet aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'exploiter des éléments de culture générale, de travailler sur l'imagination et le monde intérieur du jeune, de lui donner finalement du carburant pour qu'il puisse aller plus loin, pour qu'il puisse évoluer. Et d'un point de vue aussi professionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil de réflexion pour l'équipe de travail, où tout d'un coup, les éléments qui peuvent surgir durant le jeu vont pouvoir être traités en équipe, travaillés, analysés. Et à partir de là, l'accompagnement du jeune sera de meilleure qualité au travers des discussions d'équipe. Et donc, pour toutes ces raisons, à mon sens, le jeu de rôle a entièrement sa place dans toutes les écoles primaires et secondaires, que ce soit ici, en Suisse ou en France, Belgique, n'importe où. Personnellement, j'y vois énormément de sens et généralement de très très belles expériences. Voilà, je vous remercie pour votre attention.